c'est en janvier 2002 que la paisible communauté de Truro a été secouée lorsqu'une ancienne journaliste de mode de New York a été retrouvée assassinée à son domicile. Une enquête débute alors et la ville entière est aussitôt soupçonnée. Tous les hommes de la ville deviennent suspects. Il a fallu 3 ans pour qu'un homme soit arrêté puis emprisonné, mais celui-ci clame encore aujourd'hui son innocence. Est-il le véritable coupable de ce meurtre? Que s'est-il passé? Tout de suite, découvrez l'affaire Worthington. Christa Worthington est née le 23 décembre 1956. Elle a grandi au sud de Boston, dans le Massachusetts. Son père s'appelle Christopher Worthington, il est surnommé Toppy et c'est un avocat. Christa est fille unique, elle est diplômée du Vassar College et à la suite de ses études, elle est devenue journaliste dans le domaine de la mode. Elle a travaillé pour de nombreux journaux et magazines de mode comme le New York Times, Cosmopolitan, Elle et bien d'autres encore. Elle a également coécrit plusieurs livres sur la mode. Sauf qu'au fil du temps, elle a décidé de quitter le monde de la mode et du journalisme. Elle était comme fatiguée de ce monde, elle n'y trouvait vraiment plus d'intérêt. Donc c'est en 1997, alors qu'elle est âgée de 40 ans, qu'elle décide de quitter New York et se rend dans la ville de Truro qui se trouve à Cape Cod dans le Massachusetts. C'est un endroit qu'elle connaît très bien puisqu'elle avait passé ses étés là-bas lorsqu'elle était enfant et sa famille y possède de nombreuses propriétés. Truro, c'est un petit village de moins de 2000 habitants qui se trouve près de la mer, un endroit idéal pour se reposer et pour changer d'air. C'est vraiment un changement complet de passer de New York à Truro. Puis une fois installée là-bas, elle rencontre un homme du nom de Tony Jaquette. C'est un garde-pêche, il est marié et il est père de 6 enfants. Ils ont craqué l'un pour l'autre dès qu'ils se sont vus. Et un jour, Christa l'a invité chez elle, ils ont bu le thé ensemble, puis les choses se sont rapidement échauffées et c'est là qu'ils ont débuté une liaison. Leur liaison a duré environ 2 ans et elle a pris fin lorsque Christa est tombée enceinte. Cette nouvelle fut une surprise totale pour Tony. D'ailleurs, d'après lui, Christa l'aurait piégé car elle souhaitait à tout prix avoir un enfant, alors que lui en avait déjà 6. Ce n'était pas du tout dans ses projets, d'autant plus qu'il était marié, que leur liaison était secrète, mais c'est surtout le fait qu'elle lui avait dit qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant, ce qui est vrai. Des médecins avaient dit à Christa qu'elle aurait des difficultés à être enceinte. Mais finalement, par surprise, elle est tombée enceinte à son plus grand bonheur. Ils ont alors eu un enfant, une petite fille, en mai 1999 qu'ils ont appelée Ava. Le dimanche 6 janvier 2002, un homme du nom de Tim Arnold appelle le 911. Tim Arnold n'est autre qu'un ex-petit ami de Christa qui vivait tout proche de chez elle et il a raconté que ce jour-là, il s'est rendu chez elle vers 16h30 pour lui rendre une lampe de poche qu'il lui avait empruntée. La voiture de Christa était garée là, donc visiblement elle était là, sauf qu'il a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Alors il a fait le tour de la maison et il a vu qu'une autre porte qui menait à la cuisine était légèrement entrouverte. Alors il est entré et c'est là qu'il a vu le corps sans vie de Christa allongé sur le sol dans un couloir à côté de la cuisine avec sa fille Ava accrochée à elle. Ava aurait dit à Tim « Maman est tombée ». Tim a alors pris la petite Ava et il a couru dehors et c'est là qu'il a appelé le 911. Christa a été retrouvée à moitié nue, elle a reçu un coup de couteau dans le poumon gauche et elle était couverte de bleu. La porte d'entrée a été forcée et plusieurs objets ont été retrouvés éparpillés dans l'allée extérieure.
des clés, des lunettes, 2 chaussettes, une barrette à cheveux et un emballage rouge qui semble être un emballage d'une barre de céréales ont été retrouvés. Le téléphone portable de Krista a également été retrouvé avec juste le chiffre 9 de composé. Donc visiblement, elle a tenté de composer le 911. L'arme du crime, par contre, n'a jamais été retrouvée. Et les enquêteurs ont recueilli pas mal d'ADN sur les lieux, pas mal d'empreintes, de fibres, etc. Et les secouristes, voulant couvrir le corps de Krista, ont pris inconsciemment, comme ça, sans réfléchir, une couverture qu'ils avaient sous la main. Sauf que cette couverture avait de l'ADN dessus, il y avait notamment du sperme. Et ne vous inquiétez pas, on va parler très rapidement de cette fameuse couverture. On va savoir très rapidement à qui appartient cet ADN. Quant à la petite Ava, qui est alors âgée de 2 ans et demi, elle est indemne. Les enquêteurs ont trouvé des petites empreintes de mains sanglantes d'Ava partout dans la maison. Elle avait désespérément besoin qu'on lui change sa couche. Elle avait aussi faim. D'ailleurs, d'après Arnold, lorsqu'il est rentré dans la maison, elle essayait de téter sa mère. Et d'après les rapports, Krista serait morte depuis plus de 24 heures, entre 24 à 36 heures avant qu'elle ne soit retrouvée. Donc Ava était là, seule, dans la maison, avec le corps de sa mère depuis au moins 24 heures. Et durant tout ce temps, les enquêteurs ont aussi découvert qu'elle avait essayé de nettoyer sa mère, elle a aussi essayé de la lever et elle a aussi essayé de lui donner à boire. Donc c'est vraiment une situation très triste pour cette petite. Avant de vous parler des suspects, je vais vous parler rapidement de l'autopsie. Krista a donc reçu un coup de couteau dans le poumon gauche. Elle avait de nombreux bleus. De l'herbe dans ses cheveux a aussi été retrouvée. Et de l'ADN a été retrouvé sur son corps, du sperme et de la salive. Krista a donc eu une relation sexuelle peu de temps avant sa mort. Cet ADN a été prélevé et est parti aussitôt pour analyse. Et en attendant le retour d'analyse du laboratoire, c'est là que les enquêteurs se sont penchés sur plusieurs suspects. Le premier suspect fut son ancien petit ami Tim Arnold. Ce fut le premier suspect, tout d'abord car c'est lui qui a trouvé le corps, mais aussi parce que c'est son sperme à lui qui se trouvait sur la fameuse couverture que les secouristes ont mis sur Krista. Je vais maintenant un peu vous parler de leur relation. Remontons alors au tout début. Tim et Krista ont commencé à se fréquenter à l'automne 1999, alors qu'Ava avait quelques mois et que la liaison entre Krista et Tony Jaquette était terminée. Ils sont sortis ensemble pendant environ 1 an. Tim a fini par emménager dans la maison de Krista et il est rapidement devenu très proche de sa fille Ava. Il faisait beaucoup à la maison, il s'occupait de la maison, il s'occupait d'Ava, sauf que Tim a commencé à avoir des problèmes de santé, notamment neurologiques et visuels. Il a même subi une opération du cerveau 8 mois avant le drame. Et ça pour Krista, eh bien c'était un problème. Alors oui, même moi j'hallucine de dire ce genre de choses, mais en fait elle restait avec lui par intérêt. Elle avait l'air vraiment de dépendre de lui, car elle c'était une mère célibataire, et lui il aidait vraiment beaucoup dans la maison, il faisait beaucoup de choses, il était utile, tout simplement. Sauf que là, avec ses problèmes, aux yeux notamment, eh bien forcément il pouvait faire moins de choses. Par exemple, il ne pouvait plus du tout conduire. Et Krista, elle, pour s'expliquer, eh bien, elle racontait qu'elle avait surtout peur qu'il tombe sur sa fille. Bon, parce qu'en fait, il avait aussi du mal parfois à marcher, à y voir clair. Il devait souvent se couvrir un œil pour voir clairement, car s'il ne couvrait pas un œil, si ses 2 yeux étaient ouverts, eh bien, il voyait double.
Krista n'était vraiment pas tendre avec. Par exemple, elle pouvait aussi râler s'il se mettait à fredonner. Bon, logiquement, si tu fredonnes, c'est que tu es heureux ou du moins tu es content. Mais là, visiblement, eh bien, ça l'a dérangée. Elle ne voulait même pas qu'il fredonne devant sa fille. Bon, c'est bizarre. En tout cas, au fil du temps, leur relation s'est dégradée, ils se disputaient sur de nombreux sujets, notamment le sexe et l'argent. Et par contre, point important, ça n'a jamais dégénéré en violence physique. Tim semblait lui plutôt rationnel et plutôt calme, et si la dispute allait trop loin, eh bien il prenait ses distances, il s'éloignait. Et c'est finalement à l'automne 2000 que Tim a quitté la maison de Krista et il est reparti vivre chez son père qui se trouve non loin de chez elle. Et même après leur rupture, Tim est resté impliqué dans la vie d'Ava. Par contre, lui, il semblerait qu'il espérait toujours renouer avec Krista. Il avait visiblement toujours des sentiments pour elle, mais elle le rejetait. Tim a alors été interrogé à plusieurs reprises. Ils ont analysé ses relevés téléphoniques, ses agendas, son ordinateur. Il avait un alibi le week-end du meurtre et il a toujours nié avoir quoi que ce soit à voir avec le meurtre de Krista. Et finalement, suite à ces problèmes de santé qui affectent sa mobilité et sa vision, les enquêteurs ont finalement commencé à douter de son implication dans le meurtre. Et concernant la couverture où son sperme a été retrouvé, comme il avait vécu avec elle, eh bien ce n'était plus trop une preuve, ce n'était plus très significatif. Tim Arnold restait cependant malgré tout en tête de la liste des suspects, mais pas loin derrière se trouvait Tony Jackett, le père de la petite Ava. Tony avait donc eu une liaison secrète avec Krista et il était marié. Sa femme n'avait pas connaissance de l'existence de Krista et encore moins de leur fille Ava. Et Tony n'était pas présent pour sa fille, il ne lui consacrait vraiment pas beaucoup de temps puisqu'il avait déjà une famille, il jouait sur 2 tableaux. Alors au bout d'un moment, Krista a exigé qu'il paie une pension alimentaire. Car déjà, il n'est pas présent alors qu'il apporte au moins une aide, une contribution financière liée aux frais de leur enfant. Elle voulait aussi qu'il mette Ava sur son assurance vie et sur son assurance maladie et elle a même fait appel à un avocat. Et elle lui a dit que s'il ne le faisait pas, eh bien elle révélerait tout à sa femme sur son existence à elle et sur l'existence de leur fille. Et c'est 8 mois avant le meurtre, au printemps 2001, que Tony a tout avoué à sa femme. En fait, il ne pouvait plus vivre avec ce secret et surtout, il ne voulait plus que Krista exerce cette pression et ce chantage sur lui. Donc, il a finalement parlé à sa femme de Krista et d'Ava, qui était alors âgée maintenant de 2 ans. Et à la grande surprise de Tony, eh bien, sa femme, qui s'appelle Suzanne, lui a pardonné. Et au moment du meurtre, tout fonctionnait plus ou moins bien entre Tony et sa femme, même avec Ava, qui faisait désormais partie intégrante de la vie de son père et de sa femme. Quant à Krista et Suzanne, eh bien, elles se sont forcément à un moment rencontrées, et malgré une rencontre un peu particulière évidemment et un peu étrange, eh bien, elles se sont finalement entendues. Ils ont alors commencé petit à petit à se voir tous ensemble et à dîner parfois tous ensemble aussi. Donc au final, Tony n'a plus trop de raison de tuer Krista puisqu'il a tout révélé de lui-même et que tout allait bien entre tout le monde. Et les jours précédant le meurtre, il avait aussi un alibi. Tony a aussi passé le test du polygraphe qu'il a réussi. Mais malgré tous ces éléments, eh bien, il restait un suspect et puisqu'il était suspect dans le cadre d'une affaire pour meurtre, eh bien, il n'avait plus la garde de sa fille. Parce que vous vous demandez forcément où Ava est-elle partie après le drame, après le meurtre de sa mère. Eh bien, c'est une amie de Krista qui l'a recueillie. Krista avait nommé cette amie, elle l'avait désignée comme tutrice dans son testament. Et Tony n'avait le droit de voir sa fille qu'un après-midi par semaine. Il s'est cependant battu pour obtenir la garde d'Ava, mais il a perdu. Donc voilà pour Tony Jackett.
Par la suite, d'autres personnes ont été suspectées, notamment son gendre qui s'appelle Keith Amato. Je n'ai pas vraiment d'éléments sur lui, je ne sais vraiment pas grand-chose, donc je ne vais pas m'attarder dessus, surtout que ce n'est pas du tout un grand suspect dans cette affaire. Je vais directement passer à la personne suivante, puisque c'est le propre père de Krista, mais surtout et notamment sa petite amie qui a été suspectée. Au moment du drame, le père de Krista est âgé de 72 ans et sa petite amie qui s'appelle Elizabeth Porter et elle âgée de 29 ans. C'est une ancienne prostituée et c'est une accro à l'héroïne. Il l'a rencontrée en 1998 lors d'un service d'escorte. Et Krista était bouleversée par cette relation, notamment sur le plan financier, car cette jeune femme dépensait beaucoup d'argent, l'argent de son père. Il lui payait notamment son logement, il lui donnait de l'argent chaque semaine, à savoir qu'ils ne vivaient même pas ensemble et qu'Elisabeth vivait depuis 1 an avec un autre homme, son ex-petite amie, dans son appartement, celui que le père de Krista lui payait. Donc forcément, Krista était inquiète de cette situation. Les enquêteurs se sont alors demandé si Elizabeth Porter a pu tuer Krista. Ils se sont dit que peut-être Krista était un obstacle pour elle, un obstacle dans la relation avec son père, dans le fait que son père l'entretenait. Avait-elle peur peut-être de tout perdre ? Elisabeth avait elle un alibi, elle a raconté qu'elle était dans son appartement avec son ex-petite amie le week-end du meurtre. Enfin, au début, elle a dit qu'elle était seule, mais la police a découvert que son ex était là avec elle. Et la nuit où Krista aurait été tuée, eh bien, étrangement, son ex ne s'est pas rendu à son travail. Il a dit qu'il était malade, il devait travailler de 22h à 6h du matin, mais il a dit que cette nuit-là, il était sous l'emprise de la drogue, donc il ne s'est pas rendu au travail. Le père de Krista ainsi qu'Elisabeth ainsi que l'ex d'Elisabeth ont tous les trois passé des tests polygraphiques et les ont tous échoués. Elizabeth Porter était malgré tout très coopérative et elle était prête à fournir des échantillons de cheveux, d'ADN et d'empreintes digitales si nécessaire. Et la chose aussi qui est très étrange avec ces suspects, c'est le témoignage de son père. En fait, lorsqu'il a été interrogé, il a posé plusieurs questions bizarres. Il avait l'air de savoir plusieurs choses sur le meurtre. À un moment donné, par exemple, il a demandé à la police si sa fille était sur le dos et s'il y avait beaucoup de sang et si elle avait aussi une blessure sur le côté droit de sa tête. Et effectivement, Krista était sur le dos et elle avait aussi un gonflement à l'œil droit. Donc, comment savait-il tout ça? Il y a quand même 2-3 choses étranges avec ce trio. Sauf que l'enquête s'est soudainement interrompue lorsque le laboratoire a rendu ses conclusions. C'est 1 an après le meurtre que l'on découvre que l'ADN retrouvé sur le corps de Krista ne correspond pas à celui de Tim Arnold, ni à celui de Tony Jaquette, ni à aucun autre suspect de la police. Donc c'est là que la police a décidé d'élargir son cercle de suspects. Il recueille alors l'ADN de nombreuses personnes et quand je dis nombreuses personnes, eh bien je parle de chaque homme de la ville. L'ADN de chaque homme de Truro a été recueilli, soit plus de 800 hommes. Donc là c'est vraiment une mesure exceptionnelle qui a été prise de faire une telle chose. Et le temps que chaque ADN soit recueilli puis analysé, forcément ça prend énormément de temps, donc les mois et les années ont commencé à défiler. Suite à tous les ADN recueillis en avril 2005, 3 ans et demi après le crime, le laboratoire trouve une correspondance avec l'ADN trouvé sur le corps de Krista. L'ADN correspond à celui d'un homme du nom de Christopher McCowan.
Il est alors aussitôt arrêté. Et lorsqu'il est arrêté, il se trouve à ce moment-là dans sa chambre et il y avait de la marijuana et un flacon d'analgésique sur la table juste à côté de lui. Pour vous parler rapidement de lui, il vivait donc à Cap Cod depuis 1998. Il était éboueur dans la ville de Truro et son itinéraire de travail comprenait la maison de Krista. Christopher a été interrogé plusieurs fois et la première fois qu'il a été interrogé, c'était en 2002, peu de temps après le meurtre. Donc à ce moment-là, il n'était pas encore suspecté, vu que c'était 2 ans plus tôt. Il a alors déclaré ne pas connaître Krista, il a dit ne rien savoir du meurtre, mis à part ce qu'il a lu dans les journaux. Il a été très coopératif et il a accepté de fournir son ADN ainsi que ses empreintes digitales. Mais son ADN et ses empreintes n'ont pas été relevées à ce moment-là. Un second interrogatoire a ensuite eu lieu car ils avaient vérifié ses antécédents et ils ont vu qu'il avait des antécédents de vol et aussi 4 femmes avaient demandé des ordonnances de protection contre lui, même si au moins 2 de ces femmes ont par la suite déclaré regretter avoir déposé ces ordonnances contre lui. Et elles ont déclaré aussi qu'il n'était pas capable de violence ni de meurtre. En fait, ces femmes sont des ex-petites amies. Lors de ce second interrogatoire, il a maintenu ne pas connaître Krista. Il sait qui elle est puisqu'il ramasse ses poubelles, mais vraiment rien de plus. Puis un troisième interrogatoire a eu lieu, celui qui fait suite à son arrestation. Cet entretien a duré 6 heures. Et lors de cet interrogatoire, il maintient toujours ne pas connaître Krista. Sauf qu'il change de version lorsque la police lui parle de son ADN retrouvé sur le corps de Krista. Là, il admet finalement la connaître. Et il dit qu'il est possible qu'il ait eu une relation avec, peut-être il en a eu une, mais il ne s'en souvient pas parce qu'il était peut-être ivre ou drogué. Christopher prend parfois de la drogue, il boit aussi et d'ailleurs au moment de l'interrogatoire il avait pris de la marijuana, de la cocaïne et du percocet. Donc il n'avait pas toutes ses facultés à ce moment-là et il a commencé aussi à raconter plusieurs versions différentes. Mais là je vais vous raconter la version principale, celle qui va rester tout le long de cette affaire. Christopher McCowan a déclaré que le vendredi 4 janvier, 2 jours avant que Krista ne soit retrouvée, il était avec son ami Jérémy Fraisier dans un endroit appelé le Juice Bar. Ce vendredi soir, le Juice Bar a organisé un concours de rap et d'ailleurs des images vidéo de cette nuit-là montrent Christopher et Jérémy là-bas. Et c'est tout ce dont il se souvient. Il a raconté que ce soir-là, il était sous l'emprise de la drogue et de l'alcool. Il avait beaucoup bu et donc il se souvient juste que cette nuit-là, il était au bar avec son ami. Les enquêteurs insistent alors pour qu'ils se souviennent. Ils insistent plusieurs fois tout le long de l'interrogatoire pour obtenir plus de détails. Ils l'aident à se souvenir, on va dire. Et donc à force, et au bout d'un moment, il admet finalement avoir eu une relation sexuelle avec. Il déclare alors qu'après être sorti du bar, il a demandé à son ami Jérémy Fraisier de le conduire chez Krista pour qu'il puisse avoir une relation sexuelle avec elle. Il lui a demandé car il ne voulait pas conduire lui-même par peur de se faire arrêter pour conduite en état d'ivresse. Ils sont alors arrivés chez elle entre 1h15 et 1h45 du matin. Il a alors eu une relation avec. Il a ensuite raconté que tout se passait bien et ils ont même parlé d'un sapin de Noël. C'est un élément important, le sapin de Noël, qui reviendra après, je vous en parlerai après. En tout cas, tout semblait bien se passer jusqu'à ce que son ami commence à fouiller dans les affaires de Krista. Krista l'a vu et l'a alors confronté. Jérémy est aussitôt sorti de la maison, sauf que Krista a sorti son téléphone, visiblement pour appeler la police. Jérémy l'a vu, alors il est de nouveau entré dans la maison. Il a défoncé la porte, puis il s'en serait pris à elle. Il a commencé à la frapper
Et apparemment, selon la déclaration de Christopher, il l'a aussi ensuite frappé. Par contre, il nie toujours l'avoir tué. Il déclare que c'est Jérémy qui a pris un couteau et qui l'a poignardé. Christopher déclare qu'après ça, ils sont partis et que Jérémy a pris avec lui un sac à main, un téléphone et le couteau qui était enveloppé dans une chemise noire. Pendant les 6 heures d'interrogatoire, Christopher McCowan n'a jamais admis avoir tué Krista. Par contre, les enquêteurs ne croient pas en sa déclaration. Ils pensent qu'il s'est bien rendu là-bas, mais seul, sans Jérémy, et que c'est lui qui a tué Krista. Tout simplement parce que l'ADN de Jérémy Fraisier ne se trouve pas sur la scène du crime. Donc pour eux, c'est lui le coupable, mais vous verrez lors du procès que c'est loin d'être si simple. Le procès a eu lieu en octobre 2006 et pour l'accusation, Christopher McCowan s'est rendu chez Krista dans la nuit du vendredi à samedi dans le but d'avoir des relations sexuelles avec elle, ce qu'elle a refusé, et dans un accès de rage, il l'a violée et tuée. Les 2 preuves sur lesquelles reposait l'accusation étaient l'ADN et la déclaration de Christopher. Même si dans sa déclaration, il a admis à un moment l'avoir battue, mais il n'a pas admis pour autant l'avoir tuée. Concernant maintenant la défense, l'avocat de Christopher a déclaré que la police a bouclé l'enquête bien trop vite. Il y avait des choses, il y avait des preuves, des pistes que les enquêteurs n'ont pas suivies. L'avocat a notamment parlé du fait que des empreintes de pas ont été retrouvées, des empreintes de paumes de main aussi, et toutes ces empreintes confondues, restent encore aujourd'hui non identifiées. Aussi, 3 ADN masculins différents ont été retrouvés sous les ongles de Krista. Des fibres et des cheveux ont également été retrouvés et n'ont pas été testés. Et concernant les cheveux, il ne s'agit pas de cheveux d'Afro-Américains, donc ça peut exclure Christopher. Toujours selon l'avocat, Christopher est le coupable idéal aux yeux de la police car il est noir, il est de classe moyenne et intellectuellement il a un QI de 76, donc vraiment bien en dessous de la moyenne qui est de 90-100. En sachant aussi que ses capacités se réduisent davantage lorsqu'il boit ou lorsqu'il consomme de la drogue ou lorsqu'il est sous pression. Le jour de l'interrogatoire, comme je vous l'ai d'ailleurs dit, il était notamment sous l'influence de la drogue. Donc pour l'avocat, la police pouvait alors faire ce qu'il voulait de lui et lui faire dire ce qu'il voulait. Donc, avec le mélange drogue, pression, Christopher a fait une fausse déclaration. Ce qui est après tout à fait possible, comme on l'a déjà vu dans d'autres affaires. Certaines personnes craquent sous la pression ou sous les dizaines d'heures d'interrogatoire. Un psychologue a témoigné pour la défense et il a affirmé qu'avec un QI d'environ 76, Christopher McCowan ne pouvait tout simplement pas comprendre les questions de la police. Keith Amato, rappelez-vous, c'est le gendre de Tony Jaquette. Il a été suspecté un petit moment et il a raconté une expérience similaire. En fait, il a raconté que la police lui a instauré une certaine pression. Ils ont tout fait pour obtenir des aveux ou du moins ce qu'ils voulaient entendre. Et Keith Amato a même déclaré qu'un policier lui a dit « Écoutez bien, c'est une enquête pour meurtre et si nous le décidons, nous bouleverserons votre vie. » Donc c'est plutôt explicite, on voit qu'ils ont un certain contrôle des choses. Ensuite, pour poursuivre, concernant maintenant la théorie de l'accusation selon laquelle Christopher aurait violé et tué Krista car elle l'aurait repoussé, on a un portrait de lui bien différent. Christopher a été décrit comme quelqu'un qui avait beaucoup de petits amis. Il aimait aussi flirter, certes, mais selon ses proches, il n'avait pas peur d'être rejeté. Et lorsqu'il était rejeté par une femme,
eh bien il ne le prenait pas personnellement, ça ne le dérangeait vraiment pas, puisqu'il pouvait avoir d'autres petits amis. Il n'avait vraiment aucune haine vis-à-vis de Christa. Toujours selon l'avocat de la défense, concernant l'ADN de Christopher retrouvé sur le corps de Christa, eh bien il n'y a aucune preuve qui indique qu'elle a été violée. Elle n'a aucune blessure qui tend vers l'agression sexuelle, aucune marque de violence, donc peut-être qu'elle a eu un rapport consenti. Pour la défense, voici ce qu'il s'est passé. Le jeudi avant le meurtre, qui est le jour du ramassage des poubelles, alors que Christopher passait chez Christa, celle-ci est sortie et elle lui a demandé de rentrer chez elle. Et c'est là qu'elle lui a demandé de se débarrasser de son sapin de Noël. Et une chose entraînant une autre, ils ont eu un rapport consenti. Et ensuite Christopher est parti et il n'est jamais revenu. Il a déclaré n'avoir eu qu'une seule relation avec elle. Voici d'ailleurs ce qu'il a déclaré. Elle m'a demandé de venir à la maison et de regarder son sapin de Noël. Une chose en a entraîné une autre. C'était comme si c'était une chose mutuelle entre deux personnes, je suppose. Nous avons commencé à nous embrasser, puis nous avons fini par avoir des relations sexuelles. Et l'avocat de la défense a une preuve plutôt solide pour appuyer cette théorie. La preuve qu'il s'est bien rendu chez Christa du jeudi et non dans la nuit de vendredi à samedi. Le jour et l'heure sont vraiment très très importants dans cette affaire. C'est pour ça vraiment que l'avocat insiste sur le jeudi. En tout cas, c'est grâce à un appel téléphonique. En fait, ce jeudi-là, Christopher a appelé son patron et il lui a dit qu'il était chez Christa et qu'il voulait savoir comment se débarrasser du sapin de Noël. Cet appel existe, cet appel a eu lieu et il prouve qu'il était bien chez Christa du jeudi et qu'ils ont eu une relation ce jour-là. Le fait qu'il était chez elle du jeudi, c'est vraiment important, comme je vous le disais, car s'il est réellement venu du jeudi et non du vendredi au samedi, eh bien ça signifie qu'il n'est pas le tueur. Car selon les rapports, rappelez-vous, elle serait morte 24 heures à 36 heures avant la découverte de son corps. Son corps a été découvert du dimanche à 16h30. Donc là, ça nous fait arriver à un meurtre qui s'est produit au plus tôt le samedi matin. Même si honnêtement dans cette affaire il est difficile de déterminer l'heure exacte du décès car de nombreux facteurs entrent en jeu comme les conditions météorologiques, comme la température de la pièce. Personne ne peut donc dire avec certitude l'heure du décès. Encore aujourd'hui on ne sait pas exactement quand elle est morte. Après on est d'accord, rien n'empêche bien sûr qu'il soit revenu plus tard la tuer. Mais ça explique au moins le fait du pourquoi il s'est rendu chez elle et pourquoi et dans quel contexte il a eu une relation avec elle. Après, est-ce qu'il est revenu dans la nuit du vendredi au samedi? Eh bien, ça, c'est les enquêteurs qui le laissent entendre. Pour apporter aussi un peu une preuve médico-légale, mis à part le sperme et sa salive retrouvés sur le corps de Christa, eh bien son ADN n'a été retrouvé nulle part sur la scène du crime. Mis à part son sperme sur son corps, rien n'indique sur la scène qu'il est le meurtrier. Par contre, beaucoup de personnes ont eu du mal à croire que Christa a pu avoir une relation consentie avec Christopher. Car il était noir, il était éboueur et donc pas de la même classe sociale que lui, et intellectuellement et culturellement, il n'était également pas de la même classe. Il y a vraiment eu pas mal de préjugés dans cette affaire qui ont joué en sa défaveur. Pour beaucoup, c'était l'éboueur noir et il n'était alors pas possible qu'il ait eu une relation avec une femme blanche riche. Alors, ce que je dis là, ça paraît oui très caricatural, mais c'était dans les années 2000 et c'était bel et bien l'esprit des habitants à ce moment-là. On était dans un petit village, on était en 2002 et il y avait vraiment 2-3 personnes noires dans la communauté.
Sauf qu'il était tout à fait possible que Krista ait une relation avec lui. D'ailleurs, elle s'était confiée à des personnes, disant qu'elle se sentait comme une paria dans la ville. Elle sentait qu'elle avait une mauvaise réputation à cause de ses relations, notamment avec sa liaison avec Tony Jaquette. Krista avait eu plusieurs relations, elle avait eu plusieurs amants, et peu importe leur classe sociale. D'ailleurs, écoutez bien, le procureur lui-même a dit qu'elle couchait avec n'importe qui. Il a dit, je cite ces mots, qu'elle baisait les maris de ses amis et qu'elle pouvait coucher aussi bien avec le boucher qu'avec le banquier. Donc il n'est pas du tout improbable qu'elle ait eu une relation consentie avec Christopher McCowan. La défense a ensuite fait appel à la barre à un homme du nom de Girard Smith. Cet homme a déclaré qu'il se promenait régulièrement dans le quartier où vivait Krista et il a déclaré que le samedi 5 janvier 2002, vers midi ou 13h, donc la veille de la découverte du corps de Krista, il marchait dans la rue lorsqu'il a vu une voiture démarrer en trombe et quitter à toute vitesse l'allée de Krista. La voiture était de couleur sombre et le conducteur était un homme blanc aux cheveux bruns. Il a ensuite raconté qu'environ une semaine et demie plus tard, il en a parlé avec le chef de la police de Truro, puis avec un policier, et tous ont ignoré son témoignage. Alors que ce témoignage permet de montrer qu'un homme était présent sur les lieux du drame, et cet homme, forcément, ne peut pas être Christopher McCowan. C'est là que l'avocat de la défense a évoqué Jérémy Fraisier. Pour lui, c'est ce Jérémy qui aurait tué Krista. Jérémy Fraisier a été interrogé à la barre. Il a confirmé être avec Christopher le soir du vendredi 4 janvier 2002 au Juice Bar. Il a ensuite déclaré avoir quitté le club et s'être rendu à une autre fête. Puis ensuite, il est parti dormir chez un ami. Mais il a déclaré ne pas être allé chez Krista avec Christopher. Il nie toute implication dans la mort de Krista et il ne sait pas ce qu'a fait Christopher lorsqu'il a quitté la fête. Sauf qu'il y a 2-3 petites choses étranges avec sa déclaration. En fait, il faut savoir qu'en réalité, il ne sait pas du tout ce qu'il a fait après avoir quitté le Juice Bar. Selon lui, c'est la police qui l'a aidé à s'en souvenir. Donc c'est bizarre. Surtout que autre chose qui est étrange, c'est par rapport à son ami chez qui il est apparemment allé dormir. Eh bien au début, cet ami n'a pas confirmé la version de Jérémy. En fait, il n'a rien dit, apparemment pour ne pas être impliqué. Il a dit qu'il ne se souvenait pas, mais à la fin, il a confirmé la version de Jérémy selon laquelle il est bien venu dormir chez lui après la fête. C'est bizarre. Apparemment, cette nuit-là, Jérémy était très ivre. Il était le plus ivre de tous. Et autre élément étrange, cette nuit-là, après le Juice Bar, Jérémy Fraisier a reçu un appel à minuit 3. Un appel du poste de police. C'est vraiment bizarre. Et lors du procès, il a nié avoir reçu un appel de la police cette nuit-là. Donc, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce qu'il connaît des gens dans la police? A-t-il un lien avec cette affaire? A-t-il été protégé? A-t-il eu un traitement de faveur? Par contre, il y a un élément, et pas des moindres, qui est en sa faveur, c'est que son ADN n'apparaît nulle part sur la scène du crime. Par la suite, ce Jérémy Fraisier a été impliqué dans une autre affaire. Il a été accusé de viol d'enfant et de violence. Il a plaidé non coupable de ces faits et il a été libéré sous caution. Donc il a été acquitté de ces faits. Christopher McCowan n'a pas témoigné de tout le procès et à la fin du procès, il a été reconnu coupable de viol et de meurtre au premier degré. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. À la suite de ce verdict, il était dévasté et il a pris cette fois la parole et il a continué à se déclarer innocent.
Pour moi, il existe un doute raisonnable sur la culpabilité de Christopher McCowan. Peut-être il l'a tué, mais selon moi, les preuves restent tout de même assez faibles et surtout contestables. De nombreuses preuves retrouvées sur les lieux restent sans réponse. La déclaration de Christopher n'est pas totalement fiable. L'ADN prouve qu'il a une relation avec, mais pas forcément qu'il l'a tué. Et la chronologie des faits reste aussi floue. On ne sait même pas exactement quand Krista a été tuée. Les déclarations de Christopher sont également floues, c'est vraiment mélangé dans sa tête. Et d'ailleurs, par la suite, il a déclaré ne pas se souvenir finalement être allé chez Krista avec Jeremy. Ce serait encore une fois la police qui l'aurait poussé à dire ça. À la suite du procès, le verdict a aussi été remis en cause, car 3 jurés ont déclaré qu'il y avait eu des préjugés raciaux dans la salle du jury. Des commentaires racistes avaient été émis, et selon ces 3 jurés, les autres jurés avaient d'ores et déjà désigné Christopher coupable, car il était noir. Le juge a alors pris la décision de rappeler les 12 jurés pour les interroger et ainsi déterminer si le racisme a été un facteur ou non dans la décision de condamner Christopher McCowan. Et ça, forcément, ça a été une opportunité pour l'avocat de Christopher. Pour lui, c'était un motif suffisant pour annuler le verdict et pour aller à un nouveau procès. Mais sa demande d'un nouveau procès a été rejetée, car le juge a jugé qu'il n'avait constaté aucun préjugé racial. Par la suite, 4 nouvelles requêtes pour un nouveau procès ont été déposées et toutes ont été rejetées. Encore aujourd'hui, Christopher McCowan clame son innocence. Concernant Ava, elle vit toujours avec ses tuteurs légaux. Elle a obtenu son diplôme universitaire en 2022. Elle est toujours en contact avec son père Tony Jackett. Tony Jackett est lui forcément soulagé du verdict, car il était jusque-là suspecté. Pour autant, il a déclaré avoir aussi un doute sur la culpabilité de Christopher McCowan. Dites-moi vous ce que vous en pensez, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur cette affaire. Quelle est selon vous la personne la plus suspecte qui aurait pu tuer Krista et pour quelle raison? Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette affaire. Merci aussi à vous d'être là, de me suivre, de me soutenir. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.